tour de l'Union européenne de monter au créneau. Les 27 qui appellent à une transition immédiate en Égypte. Les Nations Unies, de leur côté, appellent à une enquête sur les violences. On retrouve tout de suite à Bruxelles notre correspondante, Kataline Landabourou. Kataline, l'Union européenne qui emboîte finalement de pas à l'administration américaine, pourquoi tout ce temps pour réagir? Tout le monde n'a pas l'air d'être sur la même longueur d'onde à Bruxelles. Effectivement, mais je dirais que pour expliquer un petit peu tout ça, c'est que si individuellement les États membres ont déjà du mal à trouver une position ferme, une position cohérente, imaginez la difficulté de trouver dans ce contexte une position commune à 27. Alors heureusement que les États-Unis sont intervenus rapidement et fermement et ont poussé les Européens à s'investir sur la scène internationale. Mais ce qui est critiquable, c'est que, prenons l'exemple de la crise tunisienne, allié traditionnel de l'Union européenne, les Américains ont envoyé un émissaire avant les Européens. Alors deuxième peut-être élément d'explication, c'est la philosophie même qui sous-tend les relations entre l'Union européenne et les pays tiers, notamment dans la zone Méditerranée. Les Européens ont toujours estimé que la priorité devait être donnée aux réformes économiques, aux pactes commerciaux et que les réformes démocratiques viendraient naturellement suite à ce premier processus. Alors les événements récents ont démontré que cette stratégie avait ses limites et aujourd'hui la politique de voisinage est décrite comme un échec cuisant. Katialine, la chef de la diplomatie européenne, Catherine Ashton, est très critiquée ce soir. On l'accuse à Bruxelles d'avoir été inaudible pendant toute cette crise. Oui, effectivement, on ne vous voit plus, on ne vous entend plus. Voilà en substance le message que les eurodéputés ont adressé à la chef de la diplomatie européenne. Ils lui reprochent de ne pas avoir réagi assez vite, de ne pas s'être rendu sur place. Et aussi, certains ont même parlé d'une erreur de casting, des mots très durs pour Madame Ashton. Mais il est vrai que depuis sa nomination, elle n'a pas vraiment réussi à incarner cette diplomatie européenne. Manque d'expérience, manque de fermeté, manque de réactivité. Déjà au lendemain du tremblement de terre à Haïti, elle avait été critiquée pour les mêmes raisons. Alors je dirais que si elle est responsable, en tout cas en partie, elle n'est pas la seule responsable de cet échec de la diplomatie européenne. C'est vrai que les grands États ne lui ont pas laissé l'espace suffisant pour exister. Elle a été très bridée par des grands États tels que l'Allemagne, la Grande-Bretagne ou la France. En tout cas, tout ceci démontre que le concept de politique étrangère de l'Union européenne n'est pour l'instant qu'un concept vide et que beaucoup de progrès restent à réaliser pour que l'Union européenne existe bel et bien sur la scène européenne. Merci Katialine Landabourou, donc avec nous depuis Bruxelles. Sylvain Attal qui m'a rejoint sur le plateau. Bonsoir Sylvain, bonsoir, pour faire à nouveau cette nouvelle page largement consacrée à l'Égypte. Et pour nous aider à décrypter la situation sur place, Zaki Laïdi, vous êtes directeur de recherche au Centre d'études européennes de Sciences Po à Paris. Merci d'être avec nous. Une première question, le succès de cette manifestation aujourd'hui porte-t-il un coup définitif au président Moubarak, dont les manifestants appellent au départ depuis déjà 11 jours maintenant? Ça, c'est extrêmement difficile à savoir. Ce qui est sûr, c'est que ça s'est déroulé dans le calme. Et en gros, tout ce qui va dans le sens du calme est favorable, je dirais, au départ de Moubarak. Tout ce qui va évidemment dans le sens du chaos joue en faveur de Moubarak. Donc, alors justement, c'est extrêmement difficile de lire la situation parce qu'on a une journée de calme, une journée ou 2 journées de violence, maintenant à nouveau une journée de calme. Ouais. Peut-être demain, après-demain, encore des violences. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça traduit quelque chose, une hésitation, des divisions au sein du pouvoir, à votre avis? De toute façon, je pense qu'il y a des contradictions, je pense qu'il y a des divisions, il y a des incertitudes, il y a des pressions extérieures, il y a toute une série de facteurs, parce que quand même c'est une situation inédite. Et je dirais, le démantèlement d'un régime autoritaire de ce type, c'est quelque chose qui, par définition, ne peut pas se faire très facilement. Maintenant, il y a eu quand même des choses qui, je crois, symboliquement sont très importantes. C'est le fait que le chef d'état-major et l'ancien et le président de la Ligue arabe, mais surtout, je crois, le fait important, c'est le chef d'état-major, soit allé parler aux manifestants. Et ça, moi, je pense qu'il y a encore une hésitation, mais je ne suis pas dans le secret des dieux, au sein de l'appareil militaire sur ce qu'il convient de faire. Et il est allé parler aux manifestants, ou ils sont allés parler aux manifestants. Encore faudrait-il qu'il y ait des représentants de ces manifestants. Oui. Il est allé parler à qui? Dans la foule? Il n'y a pas de leader dans ce mouvement. Ça pose un problème pour négocier la transition, ça, non? Oui, mais je pense qu'il y a un groupe de partis qui sont là. Alors, qu'est-ce qu'ils ont comme niveau de représentativité? On ne sait pas. Mais là encore, c'est tout le problème des transitions dans des régimes non démocratiques. C'est qu'on ne peut pas se jauger de la représentativité des gens. Donc, je crois que très honnêtement, un pays comme l'Égypte sera en mesure de dégager
des leaders. Maintenant, c'est vrai que c'est un problème, mais encore une fois, dans des pays qui ont détruit toute opposition, c'est extrêmement difficile de voir émerger des leaders, sauf effectivement des gens qui étaient à l'étranger, comme M. El Baradei, mais qui vient d'annoncer qu'il ne serait pas candidat. Ouais. Mais là encore, mais même M. Baradei, bon, je ne suis pas certain de son audience, mais quoi qu'il en soit, cela dit, il faut encore, je crois, rester très prudent, parce que on peut imaginer aussi que c'est un geste tactique visant à inciter les autres partis à lui demander, au contraire, de se mettre en avant. Donc là, on entre quand même dans des jeux politiques, voire politiciens. Mohamed Tantaoui, qui est aussi un des interlocuteurs, d'après le New York Times, de l'administration américaine, en vue de la transition éventuelle, qui se déroulerait donc sous l'égide d'Omar Souleyman, qui donc serait amené à assurer la transition. Ça vous semble un scénario crédible à très court terme ? Écoutez, là, encore une fois, j'en sais rien. Ce qui me paraît quand même important, et en fait, ce qui rend les choses possibles, c'est la position de l'armée. Parce que il y a quand même une grande différence entre la Tunisie et l'Égypte. Bon, l'armée était, en gros, en Tunisie, vraiment une armée républicaine. C'est quasiment une exception dans le monde arabe. Le cas égyptien est quand même différent parce que l'armée fait partie du système. Hein. Je veux dire, on dit l'armée. Alors, elle est aimée par la population, mais parce que il y a beaucoup de conscrits. Mais c'est elle qui a le pouvoir, au fond. Mais c'est absolument elle qui a le pouvoir. Et je dirais que la chance pour que l'Égypte bascule, je dirais, du bon côté, et que l'armée passe du bon côté. Moi, je pense qu'il y a encore des incertitudes au sein de l'appareil militaire sur la véritable attitude à prendre. Ils ont déjà pris une bonne attitude qui a été de refuser de tirer sur la foule. Ça, c'est déjà... Quand on connaît l'histoire politique de ces pays et de ces régimes, c'est un immense progrès. Maintenant, la question, je crois, qui se pose, j'en sais rien, c'est de savoir jusqu'où ils vont. Et mais le scénario le plus logique de leur point de vue, c'est qu'ils lâchent Moubarak pour conserver leurs intérêts. Parce que leurs intérêts, ils sont considérables. C'est des intérêts économiques que l'armée a dans la société égyptienne. Hein. C'est pas simplement des soldats dont il ne faut pas oublier que quand même ils font plus la guerre depuis le traité de paix avec Israël. Zaki Laïdi, puisque le cœur de votre activité, c'est les études européennes. Que penser de la réaction de l'Union européenne, surtout comparée à l'activisme très important des États-Unis ? Je crois que vous avez vraiment raison de poser cette question parce que le constat est à mes yeux accablant. Il est terrible pour l'Europe et il est terrible à plusieurs égards. J'ai été frappé, je pense comme vous, par le fait que les dirigeants européens ont repris mot à mot les déclarations de M. Obama sur la transition, sauf que ils l'ont fait le lendemain de la déclaration de M. Obama. On aurait souhaité qu'il la fasse un peu avant lui. Hein. On n'est pas obligé d'être dans une situation où on répète ce que les Américains disent, même si ce que disent les Américains est bien. On aurait pu le dire. Et ça, c'est absolument inacceptable du point de vue de l'Europe, qui, en plus, circonstance aggravante, est moins engagée que les Américains dans l'affaire égyptienne. Parce que dans l'affaire tunisienne, on a dit la France, il faut qu'elle reste prudente parce que c'est un pays avec lequel on a des liens historiques, etc., et politiques très importants. Mais on est moins engagé en Égypte, donc on peut prendre un peu plus de risques. Ce risque, on l'a pas pris. Et l'autre chose accablante, c'est que Mme Ashton n'a pas eu l'idée, depuis ce qui se passe dans tous ces pays, par exemple, d'aller à Tunis. C'est invraisemblable. Elle a annoncé qu'elle le ferait, qu'elle espérait le faire bientôt. Elle est très critiquée d'ailleurs pour ça. D'après vous, cette inertie de l'Union européenne ou ce retard à l'allumage, c'est le signe de dissension au sommet en Europe ou tout simplement d'une prudence extrême, excessive? Moi, je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a fondamentalement le fait que les dirigeants européens sont d'accord sur un point, ils ne veulent pas de politique européenne commune. Voilà. Ça, je crois que c'est le point fondamental. Et que de ce point de vue, la Madame Ashton remplit parfaitement sa fonction. Est-ce que vous croyez que cette opposition entre la stabilité et la démocratie s'est réglée dans la tête des diplomates européens, et même des Américains d'ailleurs? Cette fameuse opposition, au fond, pendant longtemps on a dit qu'on préfère la stabilité à la démocratie. Est-ce que ça change vraiment chez les Américains et chez les Européens? En tout cas, je veux dire, la politique, c'est l'épreuve de la réalité et des faits.
cette espèce de cercle de fer terrible dans lequel se trouvaient enfermées ces sociétés, où au fond c'était soit Moubarak, soit les islamistes, soit des tortionnaires militaires, soit des barbares islamistes. Bon, il y a des sociétés qui s'expriment. Alors maintenant, rien n'est joué. Je crois qu'il faut encore rester extrêmement prudent. Il faut qu'on trouve des leaders, c'est vraiment ça le problème. Mais c'est oui, je crois que vous avez raison, c'est un enjeu. Mais de ce point de vue-là, l'instrumentalisation presque des islamistes comme repoussoir qui permet donc de maintenir des dictateurs au pouvoir, est-ce que de ce point de vue-là, l'intervention de l'ayatollah Khamenei aujourd'hui, qui appelle à la mise en place d'un régime islamique en Égypte, n'est pas de nature justement à effrayer davantage encore les Occidentaux? Écoutez, je pense très honnêtement que l'influence de l'Iran sur la situation égyptienne est nullissime. Ne serait-ce que pour au moins un facteur fondamental, c'est que il y a quand même le clivage sunnite-chiite qui dans cette région est très mal vécu, et il y a le clivage perse-arabe qui est aussi très mal vécu. Donc la capacité des Iraniens à influencer l'Égypte me paraît très faible. J'ajouterai une chose, c'est que quand même les Égyptiens ont collectivement un sentiment, je dirais, d'orgueil et de fierté très très grand. Je crois que ce qu'ils regrettent, c'est d'avoir pas commencé avant les Tunisiens, que l'exemple soit venu de Tunisie. Mais très honnêtement, il peut se passer des tas de choses, y compris que les islamistes égyptiens, qui sont ceux qui n'ont pas besoin des Iraniens, franchement, pour s'exprimer, se manifester, manipuler. Parce que là, encore une fois, l'histoire n'est pas écrite. Mais les frères musulmans restent très prudents eux-mêmes sur leur participation. Oui, alors ça, c'est le fait important, je crois, politique. Alors évidemment, est-ce que c'est tactique ou stratégique, on n'en sait rien. Mais on voit bien qu'en Tunisie, comme en Égypte, ils ont quand même compris de toute façon que leur extrémisme, leur revendication extrême les détruisait de tous les côtés. Et qu'on se rend compte malgré tout que dans ces sociétés, il y a des aspirations qui ne se reconnaissent ni dans, encore une fois, l'islamisme, ni dans ces régimes affreux que malheureusement la quasi-totalité de ces pays connaissent. La paix israélo-égyptienne, est-ce que c'est, à votre avis, suffisamment ancré maintenant pour dire que c'est irréversible, quel que soit le régime demain qui prendra la suite en Égypte, ou est-ce qu'il peut y avoir un risque, à votre avis ? Entre l'Égypte et Israël, moi je pense qu'il y a très très peu de risques. Je ne vois pas le gouvernement égyptien qui pourrait prendre le risque de remettre en cause ce qui, à la fin des fins, est considéré aujourd'hui par un acquis, par l'immensité des Égyptiens. Donc il peut y avoir un discours, mais très fondamentalement, je crois d'ailleurs que les peurs israéliennes sont complètement exagérées. Et de toute façon, je crois qu'ils ont peur, par exemple, que s'il y a des frères musulmans qui un jour sont au pouvoir, ils ouvrent la frontière avec Gaza, par exemple, et qu'ils fassent passer des armes. Oui, ou comment. Bien sûr, mais sauf que là, ils perdent tout soutien extérieur et ils prennent des risques politiques qui sont phénoménaux. Alors justement, je voulais vous proposer de regarder un reportage précisément qui s'intéresse à cette voix dissonante dans ce concert de soutien aux manifestations contre le régime. Cette voix dissonante, c'est celle d'Israël. Le gouvernement israélien très préoccupé à l'idée de perdre son interlocuteur privilégié dans la région. L'esplanade des mosquées bouclée par l'armée israélienne qui craint des débordements après la prière du vendredi. Entrée interdite aux Palestiniens de moins de 50 ans, même s'ils possèdent un permis. L'imam de la mosquée a même été empêché de passer. Toutes les lois du monde donnent aux gens l'autorisation d'aller prier et nous n'avons même pas la liberté de pratiquer notre religion. Israël redoute les conséquences de la révolte égyptienne et observe avec inquiétude les événements du Caire. C'est aussi l'un des principaux sujets de conversation sur les marchés de Jérusalem. Ça n'est pas bon pour nous. Regardez, le marché est désert. Tout le monde a peur de venir. Comment l'Amérique peut-elle donner la main au parti des frères musulmans? Quel est le problème avec Moubarak? 30 ans de paix à notre frontière. La majorité des Israéliens ne rejettent pas Moubarak. 59% d'entre eux pensent que s'il doit partir, un régime islamiste à l'iranienne va lui succéder. Moubarak, je ne pense pas qu'il doit démissionner parce que ça a été un bon président. Mais c'est des gens bien quand même, les Égyptiens.
les Égyptiens, s'ils ont décidé de faire la paix avec Israël, c'est parce qu'ils ont su qu'ils avaient besoin d'économie israélienne. La télévision israélienne montre ces images, mais le porte-parole de l'armée annonce qu'Israël fait confiance à l'armée égyptienne, ce qui ne rassure pas forcément les gens. Et on vient à un autre aspect de ces événements en Égypte, l'Internet, qui a permis aux manifestants de s'organiser via les réseaux sociaux comme Facebook et Twitter avant d'être suspendus par le régime. Cette interruption est désormais partiellement levée. Avec nous pour en parler, Steven Jambeau, l'un de nos journalistes des équipes Internet, sur notre site d'ailleurs, france24.com, qui rend compte de la situation en Égypte minute par minute. Steven, je crois que vous avez d'abord reçu des images que vous souhaitez nous montrer et qui donc enfin peuvent passer. Et oui, tout à fait, les Égyptiens utilisent de plus en plus leur téléphone portable pour faire parvenir des vidéos. Pour ça, il y a des sites internet qui permettent d'envoyer en direct des images et pour nous évidemment de pouvoir les visionner dans le monde entier. Je vais vous montrer par exemple une vidéo qui a été prise il y a environ 1h30 sur la place Tahrir, donc au Caire. Ça a été envoyé par Rami Raouf, qui est un des observateurs de France 24, où on peut voir des manifestants sur la place Tahrir qui étaient réunis tout à l'heure, alors que la nuit était tombée. On peut aussi recevoir des images qui viennent d'ailleurs en Égypte. C'est ce que beaucoup d'internautes nous demandent sur france24.com. Que se passe-t-il ailleurs en Égypte ? Je vais vous montrer une vidéo d'Alexandrie. C'était cet après-midi. On la voit d'ailleurs. Oui, on la voit derrière. Voilà, on la voit là à l'image. C'était à Alexandrie cet après-midi dans les rues. Il y avait aussi des gens qui s'étaient massés et donc des internautes égyptiens qui rapportaient avec leur téléphone portable des photos et des vidéos. Et nous ici, on peut les voir ensemble. Et ces images que vous aviez la semaine dernière, vous ne les avez plus reçues pendant quelques jours? On ne les recevait plus pendant 5 jours du fait qu'Internet était coupé. Donc Internet était coupé, c'était le Wi-Fi, mais également les téléphones portables. Donc maintenant, les Égyptiens, depuis plus de 48 heures, maintenant revivent, reparlent sur les réseaux, se remobilisent. Et d'ailleurs, je vais vous montrer une petite photo qui circule beaucoup en ce moment sur Internet. C'est celle-ci. Merci Facebook. Sachez qu'en Égypte, il y a 4,6 millions d'utilisateurs de Facebook, ce qui fait de l'Égypte le premier pays arabe sur Facebook. Et ça permet aux Égyptiens de se faire passer les informations pour dire voilà, rendez-vous tout à l'heure, mais aussi pour rapporter les affrontements et ce genre de choses. Alors justement, le rétablissement. D'ailleurs, vous nous dites, Internet aujourd'hui, il est rétabli en totalité ou partiellement? Quelle est la situation exactement? Partiellement, les connexions sont encore un petit peu instables. Tous les services, tous les fournisseurs d'accès Internet n'ont pas encore pu reprendre complètement et tous les sites internet ne sont pas encore accessibles et ça va revenir progressivement. D'ailleurs, est-ce que vous savez le coût de la coupure d'internet sur l'économie? Oui, alors on l'a annoncé, moi-même ça m'a laissé pantois, 65 millions d'euros. 65 millions d'euros, ça fait 18 millions d'euros par jour. Le régime s'est tiré une balle dans le pied en suspendant Internet. D'une certaine manière, en fait, ça risque de poser problème à l'avenir au niveau de la confiance des entreprises étrangères vis-à-vis de l'Égypte. Parce que sachez qu'il y a beaucoup d'entreprises de nouvelles technologies, de high-tech, qui sont installées en Égypte et qui maintenant vont sans doute réfléchir à 2 fois avant de revenir s'installer dans le pays. Et oui, parce que l'Égypte effectivement misait beaucoup sur le décollage de l'Internet. Vous pensez que ça va entraîner des dommages à long terme pour l'économie égyptienne, au-delà simplement du domaine des nouvelles technologies elles-mêmes? Enfin, plus généralement, cette suspension de l'Internet et d'une certaine manière cette restriction partielle des libertés pendant quelques jours, c'est de nature, d'après vous, à dissuader un certain nombre d'investisseurs et d'entreprises de s'installer? Et évidemment, parce que quand on peut pas, quand on emploie des centaines de personnes, si on se retrouve, si on n'a pas la possibilité de travailler pendant plusieurs jours, ça a un impact très important sur les entreprises. Et parce qu'il faut le rappeler, au-delà de la simple capacité à communiquer et à s'exprimer librement, eh bien Internet c'est aussi un formidable moyen pour communiquer dans l'entreprise, pour travailler, pour échanger des emails. Et si ça c'est suspendu, eh bien c'est un coût énorme, y compris pour les entreprises étrangères qui s'installent sur place et pour les entreprises évidemment égyptiennes, on l'imagine. Et en parlant d'envoyer des emails, si certains de nos téléspectateurs se trouvent en Égypte actuellement, qu'ils n'hésitent pas à nous envoyer leurs informations à webdesk@france24.com. Et si nos téléspectateurs où qu'ils se trouvent dans le monde, ils ont aussi la possibilité de nous poser leurs questions sur la crise égyptienne en se rendant bien sur le site de France 24. Je vais vous montrer par exemple le live blogging que nous assurons actuellement, c'est-à-dire un suivi en temps réel des événements. Vous le voyez ici à l'écran, où bien nous mettons les informations qui tombent en temps réel et nous mettons également bien des témoignages venus du Caire et des vidéos de France 24. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur france24.com, posez vos questions, nous y répondrons dans les meilleurs délais. Voilà, vous avez entendu l'appel de Steven. Si vous avez des témoignages à nous livrer sur la situation en Égypte, france24.com. Si vous voulez regarder aussi, alors c'est webdesk@france24.com. Tout à fait. Et si vous voulez consulter l'actualité,
en Égypte et ailleurs, mais particulièrement en Égypte en ce moment, l'actualité minute par minute, pouvoir suivre à tout moment ce qui se déroule à l'heure où nous parlons en Égypte, et puis tous ces témoignages qu'on a vus en vidéo, ces récits également de la population dans les rues du Caire, dans la rue d'Alexandrie, eh bien rendez-vous sur le site france24.com. Merci beaucoup Steven Jambaud d'avoir été avec nous pour nous livrer ce témoignage et ces témoignages que vous recevez des Égyptiens. Merci beaucoup. Et dans l'autre préoccupation, évidemment, préoccupation des chancelleries étrangères et des pays étrangers, c'est le sort évidemment des expatriés. On sait qu'1 million de personnes a quitté le pays depuis le début des manifestations. C'était il y a maintenant 11 jours. Ce soir, c'est toujours le chaos à l'aéroport du Caire, l'aéroport envahi par les étrangers qui souhaitent quitter le pays au plus vite. Français de retour du Caire cet après-midi. Quitter l'Égypte, c'est un déchirement. Hier, il a fallu partir. Voilà, on est parti. C'était très dur. Ils sont très émus. Oui, j'arrive pas. Les voisins, les propriétaires, tout le monde nous embrassait en partant, c'est très dur. Les enfants sont nés là-bas, on vit là-bas depuis 25 ans, on est parti, on te laisse en tout là. Donc on espère retourner très vite. Très vite, les amis, les copains, tout le monde, c'est très dur. Des dizaines de Français expatriés depuis de longues années ont préféré rentrer le temps que la situation se calme. Encore choqués, mais soulagés d'être enfin rentrés. On est coincés, on ne peut plus rien faire, on est coincés dans les maisons, les écoles sont fermées, donc bon, on va attendre en espérant que ça ne soit pas trop long. Ça faisait 8 jours qu'on était cloîtrés, on avait peur. Vous êtes soulagés d'être rentrés ? Ah oui. Ouf, le climat est de plus en plus tendu, les gens nous repèrent beaucoup plus facilement, les barrages sont plus intensifs et plus violents. Donc il ne vaut mieux pas tenter le diable, rentrez et puis si jamais ça se calme, revenez dans un mois. Retrouvailles aussi pour les journalistes et leurs familles. Certains ont frôlé la mort en faisant simplement leur métier. J'ai voulu faire un tour du côté des partisans pro-Moubarak, par souci d'objectivité. Et voilà donc ce qui reste de la chemise que je portais à ce moment-là. Et ensuite, c'est 36 heures de tabassage, d'humiliation. Ce week-end, d'autres vols partiront du Caire pour amener les Français qui le souhaitent. Mais pour l'instant, la France n'envisage pas l'évacuation de ses ressortissants. Et vous l'avez vu dans ce reportage, notre grand reporter Gallagher Fenwick qui est rentré lui aussi après avoir été durement pris à partie dans les rues du Caire. On s'intéresse maintenant aux réactions internationales. Je vous en parlais en tout début de cette édition de Paris Direct. Lorsque vous nous avez rejoint il y a maintenant presque une heure, le président Nicolas Sarkozy s'exprimait au terme d'un sommet européen à Bruxelles. Il a appelé les Égyptiens à conduire souverainement ce mouvement sans pour autant évidemment souhaiter tomber dans l'ingérence. Il a voulu prévenir toute tentative d'ingérence tout en évidemment soutenant l'aspiration démocratique des Égyptiens. Une réaction parmi d'autres que nous avons obtenues tout au long de la journée. Des réactions donc, qui ont continué d'affluer de la part de tous les pays du monde et plus particulièrement d'Europe et aussi une réaction de l'ONU. Regardez. Au 11e jour de manifestation, la mobilisation ne faiblit pas dans les rues du Caire. Et alors qu'Hosni Moubarak refuse toujours de quitter le pouvoir qu'il détient depuis 30 ans, la communauté internationale appelle à une transition démocratique. Ce qu'il se passe en Égypte sera crucial pour la paix et la stabilité au Moyen-Orient et pour le processus de paix en lui-même. Pour la chef de la diplomatie européenne, Catherine Ashton, ce qui importe, c'est d'assurer la succession de Moubarak, qui a décidé de ne pas briguer de 6e mandat. Nous avons encore une fois été très clairs sur le fait que c'est au peuple égyptien, au gouvernement égyptien de travailler à la transition. Le président Moubarak a déjà fait savoir clairement qu'il ne s'imposera pas une nouvelle fois. La transition, c'est à eux de la faire et nous devons les soutenir dans cette action. Il est très important maintenant de voir ce calme, ce dialogue, de voir les choses avancer. Le président égyptien fut autrefois le plus proche allié des États-Unis au Moyen-Orient, mais aujourd'hui, même le chef d'état-major de l'armée américaine reconnaît que les jours d'Hosni Moubarak à la tête de l'Égypte sont comptés. L'un de mes principaux objectifs actuellement est de m'assurer que nous continuons à rester en contact. J'ai parlé à mon homologue plusieurs fois. Nos forces militaires sont prêtes au cas où toute forme de riposte ou de soutien soit nécessaire. Autre préoccupation, les retombées économiques de cette crise. Le président de la Banque mondiale, Robert Zoellick, admet qu'il y a un certain malaise sur la façon dont l'instabilité politique en Égypte va affecter les prix de l'énergie. Et parmi les réactions ici en France, celle de l'ambassadeur d'Égypte qui condamne les appels au départ immédiat du président Moubarak. Écoutez. Presque naïf et dangereux dans plusieurs sens.
ceux qui revendiquent cette démission savent très bien que la possibilité juridique et constitutionnelle d'arriver au bout de leur demande n'est plus possible dans le cadre juridique illégal aujourd'hui. Parce qu'il est le seul à avoir le pouvoir d'amener le processus jusqu'à sa fin. Et le président français Nicolas Sarkozy, qui lui s'exprimait il y a quelques minutes à Bruxelles, est revenu sur le sort des journalistes. Écoutez-le. Dans ce communiqué, nous condamnons avec une grande force les atteintes aux droits de la presse, à la liberté d'informer et les menaces qui ont été proférées ou commises à l'endroit des journalistes. Ces comportements et ces menaces sont inacceptables. Et direction tout de suite le Caire pour voir la situation à l'heure où nous parlons, place Tahrir. Il est 21h55 dans les rues du Caire à l'heure actuelle. Et vous voyez, bravant le couvre-feu, une foule très compacte qui continue de se masser sur cette place de la Liberté au Caire, l'épicentre des manifestations depuis désormais 11 jours, au terme de ce vendredi du départ, appelé ainsi par les opposants au régime du président Moubarak, qui appelle au départ immédiat du raïs. Le président Moubarak qui, lui, a annoncé en début de semaine qu'il ne quitterait pas le pouvoir avant le mois de septembre, qui ne serait pas candidat à sa propre succession, mais qu'il comptait néanmoins rester au pouvoir pour assurer la transition jusqu'en septembre. Une position inacceptable pour les manifestants qui continuent donc chaque jour d'occuper cette place Tahrir. Et après 2 jours de heurts, les manifestations aujourd'hui se sont déroulées dans un climat de calme relatif. Et je vous le disais un peu plus tôt dans cette édition, Mohamed El Baradei, l'ancien président de l'Agence à l'énergie atomique, qui avait annoncé qu'il ne briguerait pas finalement la présidence. Eh bien, on apprend un correctif à l'instant. Mohamed El Baradei, finalement, qui annonce qu'il pourrait concourir à la présidence si le peuple égyptien lui en faisait la demande. Donc on attend évidemment d'en savoir plus sur les intentions de Mohamed El Baradei, qui pourrait donc être l'un des candidats à la prochaine élection présidentielle en Égypte. Voilà pour cette page égyptienne. Dans le reste de l'actualité, le couvre-feu sera bientôt levé en Tunisie. Le gouvernement annonce le rétablissement dès lundi prochain de la journée complète de travail dans les administrations et les entreprises publiques. Ce couvre-feu instauré le 12 janvier dernier, soit 2 jours avant la chute de Ben Ali, sera allégé dès ce week-end. En Algérie, la situation reste très tendue dans l'attente d'une marche de l'opposition le 12 février prochain. On apprenait également aujourd'hui qu'une touriste italienne a été enlevée dans le sud du pays, dans le désert du Sahel. C'est le premier rapt d'un occidental depuis 2003 dans cette région désertique, devenue le fief des radicaux d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Le chauffeur de cette touriste italienne et son guide ont été, eux, libérés par les ravisseurs. L'Allemagne et la France veulent relancer l'intégration économique à l'issue du sommet de l'Union européenne à Bruxelles. Angela Merkel et Nicolas Sarkozy appellent à une meilleure coordination des 17 économies de la zone euro. Ils proposent un pacte de compétitivité à leurs partenaires européens. Et puis enfin, ce bras de fer entre justice et pouvoir en France. Les magistrats s'inquiètent d'être mis en cause par le gouvernement après le meurtre de la jeune Laetitia. Ils réclament plus de moyens pour assurer leur mission. Voilà pour ce rappel des titres. Paris Direct continue. Restez avec nous. Dans quelques minutes, ce sera Aude Le Christ qui prendra en charge la prochaine heure de Paris Direct et qui reviendra également longuement sur la situation en Égypte.